Bonsoir à tous. Aujourd'hui, préparez-vous à vivre la vie de château. Je vous emmène à la découverte d'une communauté aux traditions aussi secrètes que fascinantes. Les aristos, des familles dont la noblesse remonte pour certaines à près de 1000 ans et qui ont accepté de dévoiler pour nous tous les secrets de leur mode de vie. Leur combat, maintenir des traditions ancestrales sans pour autant se couper de la modernité. Toutes ont un autre point commun, elles habitent encore dans le château de leurs ancêtres. Mais ces demeures, parfois gigantesques, sont aussi un gouffre financier. Et contrairement aux idées reçues, ces propriétaires ont beau être comtes ou marquis, ils ne roulent pas sur l'or. Alors pour sauver leur château, vous verrez que certaines familles rivalisent d'imagination. Tout de suite, découvrons ensemble la vie étonnante et fascinante de ces aristocrates. Voici le château de Rono. Il date du XVIIe siècle. Et depuis, il appartient à la famille du comte de Saint-Victor. Chaque printemps, le même rituel. Le comte ouvre le château de famille. Pour l'aider, une armée étonnante, ses filles, dont il ne se souvient pas toujours du prénom. Attendez, parce que j'en ai tellement. Voilà, donc j'ai 6 filles. C'est Marguerite Marie, Sibylle, Brune, Pia, Alix, Caroline. Toute cette famille vit à Lyon. Et aujourd'hui, comme chaque année, ils prennent leur quartier d'été. Les consignes. Donc on ouvre les chambres du premier étage, des deux côtés, les volets extérieurs. Oui. On y va. Dans cette famille aristocrate, les enfants vouvoient leurs parents et ne remettent jamais en cause les ordres du père. 30 pièces à nettoyer de fond en comble. Tout le monde donne un coup de main, tout le monde... C'est le grand ménage d'été. Oui, ça fait partie des rites. Se fait de bon cœur. Oui. C'est quand même assez satisfaisant aussi de tout rouvrir et de se dire on est en été, enfin. Dans ce château, il y a 16 chambres et c'est étonnant car elles n'appartiennent à personne. Elles ne sont pas vraiment attribuées celles de la partie d'été, donc on choisit une chambre et puis on va s'installer dedans. Ce château, les 6 filles du comte y sont nées. L'histoire et les souvenirs y sont omniprésents. J'ai rassemblé un peu les portraits de quelques ancêtres. Cette famille est une des plus anciennes familles françaises. Guillaume de Varenne épouse Jeanne Bissuel d'Orval en 1480. Voilà. Alors le nom complet, c'est de Varenne Bissuel de Saint-Victor. Ce sont les armoiries de la famille. Toutes les familles nobles en possèdent. Ce blason, c'est leur marque distinctive. C'est un aigle noir sur donc 3 petites montagnes vertes et au chef d'azur frappé de 3 étoiles d'or. C'est la partie haute qui est bleue avec les 3 étoiles. Quand j'étais petit, j'apprenais à le dessiner. Chez les aristocrates, l'histoire de la famille se transmet de génération en génération depuis des siècles. Oui. Si. Ah, je n'ai jamais oublié. Et les enfants connaissent le château dans ses moindres secrets. Voilà, ce fameux musée. Comme ce cabinet de curiosités. Pot d'apothicaire, casque de guerre, téléphone du siècle dernier. La pièce préférée de Marguerite Marie. J'ai jamais compris si dans quel côté il parle. Tu parles là et tu écoutes là. Parce que là, Mais si, parce que ça c'est juste pour écouter. Donc, Ah oui, t'as raison. ça c'est pour le visu. Ici, que des souvenirs familiaux, sauf ce crâne, dont personne ne sait à qui il appartenait. Et on avait une seule chose qui me terrorisait, qui est toujours là. C'est ce fameux crâne. Voilà. On n'osait pas venir ici à la nuit tombée parce qu'on savait qu'il y avait le crâne et ce qui rendait ce lieu très mystérieux. Aujourd'hui, Marguerite Marie a 23 ans. Dans quelques semaines, elle va se marier au château, tout comme sa sœur aînée Alix avant elle. Alors, pour l'occasion, le comte va mettre en valeur l'histoire familiale avec d'autres antiquités. Voilà, elle va faire sa première sortie. Cette calèche appartient à la famille depuis le 19e siècle. C'est bien conçu, donc il y a des protections pour la pluie, un peu personnalisées. Et puis voilà, vert et noir, c'est les couleurs de la famille. Ces calèches incarnaient la puissance de l'aristocratie.
Mais celle-ci s'est abîmée avec le temps. Il y a du travail pour la remettre en état avant le mariage de Marguerite Marie. Rêve de princesse, et ben c'est aujourd'hui que ça commence. Paul, le petit-fils du comte, semble la trouver confortable et tous vont se démener pour offrir à la jeune châtelaine une arrivée digne de son rang. Ils vivent dans des châteaux. Ils ont un blason, une devise qu'ils portent avec fierté sur leur chevalière. La devise de notre famille, c'est qui s'y frotte s'y pique. Celle des Mignac, c'est honneur et loyauté. Des arbres généalogiques qui remontent au Moyen-Âge. Ça paraît dérisoire pour beaucoup de monde. Mais nous, ça ne l'est pas. Ils ont des titres, sont comtes ou marquis. Ils portent une particule. Et leur histoire raconte l'histoire de France. Que Bertrand du Guesclin a dû s'agenouiller avant d'être armé chevalier. Et qu'il s'est marié avec Jeanne de Laval. Ce sont des aristocrates. Ils sont 150 000 en France. Ils vous voient leurs parents. Il faudra que vous m'aidiez maman pour la remonter au moment de la soirée. Leurs familles sont souvent nombreuses. Les femmes n'héritent pas des châteaux pour préserver leur nom. Le château ne me reviendra pas, en tout cas officiellement. Ils tiennent à leurs valeurs pour perpétuer des traditions familiales ancestrales. Mais au XXIe siècle, les châtelains s'adaptent. Et ben voilà ma maison. Car vivre dans un château et l'entretenir coûte une fortune. Ils n'en ont plus toujours les moyens. Je vais maintenant dans le Salon Rouge, qui a un décor magnifique, des boiseries qui datent du milieu du XVIIe siècle. À Cheverny, Constance de Vibray est devenue marquise en épousant Charles-Antoine, le propriétaire du château. Toute la famille vit ici, partage ses murs avec le public et rivalise d'imagination pour conserver et faire rayonner le patrimoine. D'autres luttent chaque jour pour sauver leur château. Olivier de la Villéon et Florence, son épouse, ont découvert un champignon dévastateur, la mérule, qui attaque la charpente de leur donjon. D'accord. Ce qu'on appelle la mérule pleureuse. Je savais que c'était quelque chose de bien pourri. Pour faire face aux travaux titanesques, ils remuent ciel et terre. Montmiron a besoin de vous, Montmiron a besoin de nous. Et vont même organiser une grande cousinade cet été et faire une collecte. Appartenir à une famille aristocrate, c'est aussi s'unir dans la foi. Cet été, le comte Jean-François Varenne-Bissuel de Saint-Victor marie sa fille dans la tradition et les codes aristocratiques. À une centaine de kilomètres de là, le comte Christophe de Goulaine et sa mère n'ont plus les moyens de conserver leur château. Ils l'ont mis en vente. Donc c'est pour y habiter à l'année. Pour la marquise, s'en séparer est un déchirement. À 4 millions, trouveront-ils un acquéreur? Les aristocrates sont une communauté à part, mais avec générosité, durant 1 an, ils nous ont ouvert les portes de leur château et fait découvrir leurs valeurs. Qui sont-ils? Comment vivent-ils? Quels sont leurs secrets? À quelques kilomètres du château royal de Chambord, le domaine de Cheverny, avec son parc somptueux, ses jardins à la française et son château classique du XVIIe siècle. 1000 mètres carrés, 53 pièces. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que depuis 600 ans, une famille vit dans ce château. La marquise Constance de Vibray et sa famille sont installés dans l'aile droite du château. La seule partie qui n'est pas accessible au public. Bienvenue chez nous, dans notre partie privée. Je vais vous montrer notre cage d'escalier assez phénoménale, puisque nous habitons sur 6 étages. C'est parti. C'est presque une séance de gym, mais en fait, ça ne fait rien du tout, malheureusement. Ça ne fait pas le même effet qu'une séance de gym. Là, c'est des chambres. Là, vous voyez une valise qui attend d'être montée à l'étage suivant. Ils vivent dans 250 mètres carrés. Ce n'est qu'un quart du château. C'est tellement grand que la marquise ne sait même pas combien elle a de chambres. Je sais pas, il y a à peu près 3 chambres par étage, 2-3 chambres par étage. Constance de Vibray et son mari
consacrent leur vie à Cheverny, car depuis qu'il en a hérité, la rénovation du château est un souci quotidien. Alors, ben voilà par exemple une chambre d'amis. Voilà, donc on a essayé de faire une pièce par an depuis qu'on est mariés, voilà, depuis 27 ans. Et on est donc arrivé presque à bout de cette aile. Si on ne s'impose pas un peu de travaux quand même, c'est vrai qu'on a tendance à faire tous les extérieurs plus facilement, quoi. Rénover et entretenir un château comme celui-ci, ça coûte très cher. Et c'est grâce aux visites que l'argent rentre. Seule une porte sépare la partie visitée du château de la vie privée de la marquise. Donc vous voyez là-bas, c'est ce qui donne au château, c'est la partie visitée du château. Hein, on a mis un petit cache pour que les gens n'aient pas accès à notre cage d'escalier, parce qu'ils regardaient par le trou. C'était terrible. Voilà. Donc, c'est vrai? Ah oui, ils regardaient. En fait, ils ont envie de voir le maximum de choses, quoi. Ça fait partie des aléas du métier. Il n'y a pas encore de visiteurs, donc on en profite pour aller faire un petit tour, voir si tout va bien. Et derrière cette porte, ce qu'ils offrent aux visiteurs est tout simplement somptueux. Voilà. Il faut s'assurer que tout soit en place, qu'il n'y ait pas d'ampoules grillées, qu'il n'y ait pas de fleurs fanées qui soient tombées par terre. Ah, et ça, c'est notre horloge parlante qui est bien à l'heure. Un régulateur du XVIIIe siècle. C'est sur lui qu'on règle toutes les horloges du château. Il est presque 9h30 et à l'extérieur, depuis 15 minutes, les visiteurs font déjà la queue. À l'intérieur, la marquise poursuit son inspection. Ouvert au public depuis 100 ans, les propriétaires de Cheverny ont tout fait pour conserver l'âme et l'authenticité des lieux. Alors là, on est dans les appartements privés qui ont été ouverts en 1983 parce qu'il n'y avait plus assez de pièces visitables par rapport au nombre de visiteurs croissant. Avec 450 000 visiteurs par an, pour rendre le château toujours plus attractif, Constance a fait de chaque événement de sa vie une attraction pour le public. Elle a même mis en scène son union avec le marquis. Et voilà ma robe de mariée. Donc je l'ai installée dans cette chambre. Et puis j'ai mis quelques photos de mariage. Constance aussi est noble. Le couple s'est rencontré dans une soirée mondaine. On a eu un coup de foudre l'un pour l'autre. On s'est vu 3 fois 2 heures et on a décidé de se marier. Donc juste de la folie en fait. Et quand vous êtes arrivé ici, je ne connaissais pas Cheverny. Voilà, je ne connaissais pas Cheverny. Je ne savais pas où j'allais. Je ne savais pas quelle vie j'allais avoir. Je me suis mariée avec mes tripes et ça a fonctionné. Après son mariage, le baptême de ses enfants, qui selon la tradition aristocratique, a eu lieu dans la chapelle consacrée de la famille. Je suis émue parce que c'est dans cette chapelle qu'on a baptisé notre fils, voilà, il y a 20 ans. Et on voit également mon bouquet de mariée, qui a 27 ans. Je pense que c'est quand même important pour le visiteur qu'on lui donne quand même quelque chose. Voilà, nous, c'est pas un musée. On veut qu'il voit que c'est quelque chose qui vit et qui, quelque part, il rentre dans notre intimité, voilà. Il faut qu'il vive une histoire, en fait, en rentrant à Cheverny. Une propriété aussi lourde que celle-là, il faut la reprendre à 2 parce que cette route est longue. Il ne faut pas s'essouffler trop vite. C'est un peu comme un marathon, en fait. Et vous en avez pas un peu marre, des fois? Ah si, bien sûr, quelquefois, on en a vraiment, vraiment assez. Mais il y en a toujours un pour porter l'autre, quand il y en a un qui flanche. Et on se complète comme ça, et résultat, on avance et on ne s'arrête pas. Son mari, c'est lui, le marquis Charles-Antoine Hureau de Vibray. Ah, je me suis sauvé, je suis là. Toi, t'es là? C'est normal, on est collés l'un à côté de l'autre, c'est super. Voilà. Chez les aristocrates, la lignée est fondamentale. Chez les Vibray, elle remonte au XIVe siècle, quand la famille a été anoblie. On doit être à peu près à une vingtaine de générations déjà. Hein, donc déjà, ça compte. Il y a autre chose qui distingue une famille noble, les fameuses armoiries. La croix d'azur, ombre de soleil, ce qu'on appelle l'écu, et surmontée en fait de la couronne comtale. Et puis là,
de ce côté-là, vous avez la devise Certat majoribus astris, et mon père m'avait dit que la traduction c'était au plus près de l'astre majeur. Cette devise se transmet depuis que la famille existe. Il faut que ça continue, voilà. Alors ça peut paraître dérisoire, ça paraît dérisoire pour beaucoup de monde, mais nous ça ne l'est pas, et c'est une façon de rendre hommage à tous ceux qui sont bagarrés pour ce nom et pour nous pour ce patrimoine. Pour assurer la relève, le couple Vibray peut compter sur ses 3 enfants. Isor, 26 ans, est l'aînée. Depuis l'adolescence, elle occupe cette chambre qui donne sur le parvis du château. J'avais cette vue-là pendant toute mon enfance, donc une vue sur un très beau jardin avec beaucoup de visiteurs toute l'année. Ça peut être pesant, mais ça fait partie du jeu. Cheverny sans visiteurs ne serait pas Cheverny. Isor affiche ses photos de famille et ses portraits de chiens de chasse. Quand on est fille de marquis et qu'on vit à Cheverny, on n'a pas le droit de mettre des posters des Rolling Stones sur les murs. Maman m'a toujours dit, écoute, profite d'être dans un lieu extraordinaire et unique. Tu auras toute ta vie ensuite pour pouvoir mettre des posters. Ça pouvait être frustrant de temps en temps, mais effectivement, elle avait raison. Isor a une sœur cadette, Eugénie, et un frère, Maximilien. Il a 20 ans et fait des études de gestion. Ouais. Isor, j'ai besoin d'un petit conseil de sœur. Vas-y, dis-moi. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Isor. Et chez les Vibray, un anniversaire sans cravate, c'est inconcevable. Moi, j'aurais préféré la jaune. Mais après, il faut voir... C'est plus original. Je prends la jaune. C'est quoi le motif? Je sais pas. C'est les chevaux, en plus. Ça va. Tu fais jaune? Impeccable, yes, ok. Cool. Bon, il y a des manières de s'habiller avec certaines personnes, puis de toute façon, il faut être élégant. C'est sûr qu'on peut pas arriver à table en jogging. Faut avoir un minimum de tenue. On est dans une famille qui est très attachée à ses codes et à ses valeurs. On trouve que c'est important de le transmettre et de continuer à l'appliquer. Ça fait partie de notre héritage. Voilà. Chez les aristocrates, il y a une autre règle immuable et implacable. Maximilien est le seul garçon et c'est lui qui héritera du titre et du château pour ne pas que le nom se perde. Un patrimoine comme Cheverny a un nom, a le même depuis 6 siècles, et c'est vrai qu'il faut continuer à le transmettre. Le château ne me reviendra pas, en tout cas officiellement, parce que j'aurai toujours, j'y participerai toujours d'une quelconque manière. Et effectivement, si je n'épouse pas quelqu'un de la noblesse, je n'obtiendrai pas de titre, puisque en France, en tant que femme, vous n'avez pas de titre, sauf en vous mariant. Je n'exclus pas le fait que peut-être qu'un jour, on arrive à changer les choses, comme ça se fait très bien en Angleterre. Ça vous plairait? Oui, ça me plairait. Ça pourrait être un bel objectif et on en sera fiers. Tandis que les visiteurs affluent dans le château, dans l'aile droite, la famille de Vibray s'est réunie dans le Salon Rouge. Aujourd'hui, Constance a convié Alexandre, son beau-frère, Édouard et Héloïse, ses frères et sœurs, pour le déjeuner. Ils prennent l'apéritif dans leur salon privé, toujours dans le respect des règles de savoir-vivre. Et règle numéro 1 chez les aristocrates, on ne trinque pas. Enfin, nous, on nous a appris que ça se faisait pas. En fait, on ne cogne pas les verres parce que à l'époque, on risquait de se faire empoisonner. Donc, en cognant, on risquait de renverser le poison dans le verre de l'autre. Voilà. Tu peux m'en donner, mon fils? Bien sûr. En fait, c'est hyper difficile. C'est frustrant parce qu'une femme ne doit pas se servir d'alcool. Donc, on est toujours à la merci de. Merci. D'un homme. Très attentionné. Un homme doit tout le temps veiller à sa voisine, de manière à ce que le verre ne soit jamais vide, le verre de vin. Voilà. De même pour la coupe de champagne. Et lorsqu'il s'agit de recevoir, c'est tout un art et un protocole On va mettre Vanity à droite. qu'il faut respecter à la lettre. En fonction des titres, en fonction de l'âge, en fonction du fait que la personne soit déjà venue déjeuner ou dîner chez vous ou pas. La place la plus haute est à la droite de la maîtresse de maison ou à la droite du maître de maison. Et en fait, le premier, c'est l'ecclésiastique. Ensuite, c'est l'élu de la République. Duc, prince, marquis, comte, et voilà. C'est assez protocolaire. Mais aujourd'hui, c'est un simple déjeuner de famille. Donc là, je m'assieds en premier. On fait une bénédicité quand même. C'est ça, oui. Allez. En rêve. Allez.
Joyeux anniversaire. Aujourd'hui, Isor fête ses 26 ans. Elle travaille, elle est indépendante et elle n'est pas mariée. Dans la famille de Vibray, il n'y a aucune pression sur les filles. Elle se pas. Isor, elle fera ce qu'elle voudra de sa vie, elle se mariera avec qui elle veut à partir du moment où ce garçon, où l'homme sera gentil, aimant, amoureux et généreux. Voilà, moi c'est les priorités. Devra-t-il avoir un titre? Ah non. Non, il n'y a pas besoin d'avoir un titre. Bon, après, s'il a nos valeurs, notre éducation, etc., ça, oui, il est bienvenu, ça c'est sûr. Non, les seules attentes, c'est avec Maximilien. Il aura des obligations liées à Cheverny, en fait. C'est-à-dire qu'on attend de lui qu'il ne vende pas Cheverny, qu'il développe Cheverny. Pour bien le transmettre, pour bien s'en occuper, il faut qu'il soit en fait marié avec quelqu'un avec lequel ils vont partager un peu les mêmes valeurs, le même projet de vie. Maximilien sourit, mais à 20 ans, il sait déjà la lourde charge qui l'attend. Car à Cheverny, le château ne donne aucun répit. À 300 km de là, dans le département du Rhône, les monts du Beaujolais, le village de Rono et le château du même nom. Et dans le parc, le comte de Saint-Victor qui vient de réouvrir son château pour la saison d'été taille ses haies. C'est comme chez le coiffeur. On commence au rasoir et on finit au ciseau. Neurochirurgien à Lyon, le comte aime s'occuper de son jardin. Désherber, planter, tailler, ça me détend. J'ai des semaines crevantes, donc ça me permet d'avoir des week-ends crevants aussi, mais différents. Les aristocrates ont souvent un point commun, ils sont très attachés à la terre. Mes ancêtres, ils sont d'ici. Ils ont toujours été botanistes, sylviculteurs, mais à un niveau très élevé. Les arbres et les plantes, très clairement, ça fait partie de l'ADN de la famille. Ouais. S'il en prend soin avec autant d'ardeur, c'est parce que l'une de ses filles va se marier cet été. Marguerite Marie va épouser Erwan. Il a 30 ans. Il est officier dans l'armée et lui aussi issu de la noblesse. Ah oui, hop. Tac. Bon, du coup, j'ai pris juste les faire-part avec cocktail dînatoire. Dans certaines familles, il y a une autre tradition séculaire qu'on aime respecter. Se marier entre soi. Et l'annonce des noces, c'est avec les titres de chacun. Il a un esprit très classique parce qu'on est sur une police d'écriture, une police anglaise, je crois que ça s'appelle comme ça, avec donc en premier la comtesse de Saint-Victor qui est ma grand-mère, la vicomtesse Bruno de Villetré-de-Brignac qui est ma grand-mère du côté de maman, le comte et la comtesse de Saint-Victor qui sont mes parents. Et si on ouvre le faire-part, on a exactement la même chose, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est la famille d'Erwan. Quand on la voit, on se dit tout de suite c'est quelque chose de très classique, quelque chose un peu traditionnel, voilà, qui peut paraître un peu vieux jeu, mais bon, moi j'aime beaucoup. C'est vous qui avez choisi? On voulait tous les deux quelque chose de très classique. Voilà. 700 faire-part comme celui-ci ont été envoyés pour annoncer la noce. Mais seulement 200 invités triés sur le volet auront la chance de participer à la réception qui se déroulera ici, au château de Rono. Ça a du sens, c'est vraiment nous, quoi. Enfin, c'est Rono, ça nous représente bien, je trouve. Et puis ça a d'autant plus de sens que beaucoup de personnes de ta famille se sont mariées dans cette propriété. Et je pense que exactement, c'est la continuité. Une manière de perpétuer la tradition voilà. que de se marier ici pour les enfants de la maison. Erwan et Marguerite Marie aiment les valeurs qu'ils portent grâce à leur nom. La perfection, la fraternité, la politesse. Et pour ça, les futurs mariés répètent le jour J. Donc tu vois, là, ce qui va être sympa, c'est que dès qu'on sort de l'église, les invités arrivent par l'autre côté. Comme ça, on est sûr que tout le monde a pu au moins parler à nous et aux parents. Nous, on a vu toutes les têtes, donc c'est sympa. En attendant, Marguerite Marie et Erwan ne restent jamais seuls.
C'est ainsi qu'ils ont été éduqués. Aujourd'hui, la famille a invité des amis dans le parc du château pour une autre célébration, celle de son ouverture et du printemps. Ça va et vous? Très bien. Bonjour. Bonjour. Marie. Voici Anne de Saint-Victor, l'épouse du comte. Elle consacre sa vie à ses enfants et petits-enfants. Avec Jean-François, ils se sont mariés il y a 30 ans. Étienne est le seul fils de la famille. Aujourd'hui, au château, tous se réjouissent de cette union à venir. Et tous partagent les mêmes traditions, et notamment celle sacrée et perpétuelle de la chasteté jusqu'au jour du mariage. Vivre en couple aujourd'hui sans être marié, c'est quelque chose qui n'est pas concevable pour la simple et bonne raison que c'est pas, ça fait pas partie des valeurs dans lesquelles on a été élevé. Parce qu'on estime que le mariage, c'est le don de soi total et qu'une relation sexuelle avant le mariage nous priverait d'une partie de notre liberté l'un envers l'autre. On a conscience que c'est quelque chose qui peut sembler décalé aujourd'hui par rapport à la société qui nous entoure, mais c'est vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur et en fait c'est l'environnement également dans lequel nous avons grandi qui nous a aidé à prendre conscience de cette importance-là. Absolument. Et là, vous êtes ici au château, vous séjournez au château, mais donc vous ne dormez pas ensemble? Exactement. Ah non. J'ai bien ma chambre, c'est celle-là, celle qui est dans le coin, tout en haut. Je suis dans la plus belle chambre, juste au-dessus de la... Là où il y a le balcon. Du balcon, voilà. Faut pas tenter le diable non plus, quoi. On reste des êtres humains. donc voilà, et mais... dire qu'on n'a pas de désir l'un pour l'autre serait mentir. Donc, oui. Chacun dort donc à chaque extrémité du château. C'est une tradition que les futurs mariés sont fiers de respecter. Pendant ce temps, il y en a d'autres qui ne sont pas peu fiers. Ce sont les cochers qui paradent. Ils ont réussi à rénover la calèche pour que la jeune châtelaine puisse bientôt rayonner à son bord. À l'autre bout de la France, en Bretagne, près de Rennes, un autre château date du Moyen-Âge. Mais lui est en grand danger. Le château de Montmuran. Une même famille l'habite depuis le 19e siècle. Les Villéons. Et ici, quand on prend le petit déjeuner... Non, il y a pain au chocolat. C'est dans une immense salle à manger et sous le regard des ancêtres. Voici Florence, la mère, et Olivier, son époux. Ils sont tous deux issus de la noblesse bretonne et ont 3 enfants. Caroline, Thomas et Baptiste. Ça y va, quoi. T'as une date à négocier. Cet après-midi, il faudrait ranger le bois. Ah oui. Ranger le bois de la salle des gardes. Le bois que j'ai coupé dans la... Il est sec, il faut le mettre dans la casemate. L'hiver, dans ce château, ils ont une préoccupation majeure, se chauffer. En plus des radiateurs, le poêle n'est pas un luxe quand on a 6 mètres de hauteur sous plafond et 600 mètres carrés habitables. Ici, on dit un mot tous les 2 secondes et c'est le même. Ferme les portes. Ferme les portes. Tout le temps. La vie de château, c'est pas ce qu'on pense. Ah, c'est pas le conte de fées qu'on peut... Il y a plein d'avantages, mais il y a quelques inconvénients. Le principal, c'est le froid. Parce que les pièces sont quand même grandes. C'est difficile de bien chauffer, je trouve. Et moi qui suis frileuse et qui aime bien mon petit confort... Leur consommation d'énergie annuelle s'élève à 8 000 €. La vie de château est toujours une vie un peu à part. Jalousée et parfois stigmatisée, Olivier en a souffert durant son enfance. Je voulais pas en parler, parce que justement, j'étais dans une école où le fait d'avoir un château, on était tout de suite catalogué. T'as un titre de noblesse? Oui. Bah t'as un château? Bah oui. Voilà, en fait, on collait dans toutes les cases et dans tous les clichés. Ah ouais, d'accord. Ah, t'es un bourgeois, t'es un aristo. Faut leur montrer que non, et puis après, les gens. Ouais, mais moi, à l'appel, à la rentrée, on dit ton nom, tu te lèves. Et puis on dit de la Villéon, c'est vous le château de Montmuran? Je disais non. Je disais non, c'est un oncle, c'est pas moi. Le quotidien de ses grands-parents correspondait à l'idéal de vie aristocratique de l'époque.
Privilégiés, ils vivaient des rentes de leurs terres et des domestiques les servaient. Et c'était une autre génération. Papy, je crois qu'il mettait, tu vois où il y a notre dressing, le soir il mettait ses chaussures devant la porte. Ah oui. Le lendemain il les récupérait, elles étaient cirées. Voilà, mais c'était à l'époque où voilà, Montmurant avait. C'était comme ça à l'époque. Ouais, mais il y avait des terres, c'était très grand. On est en 2022, donc ça, pour moi, ça n'existe plus. Ça n'existe plus du tout. Alors je sais qu'à l'époque, ça existait beaucoup. Il y avait cette hiérarchie entre les nobles et les autres et tout ça. Pour moi, aujourd'hui, il n'y a plus du tout ça. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui me gênerait, je pense que si. Aujourd'hui, tous vivent de leur travail. Olivier, le père, est assureur. Le cadet Baptiste est saisonnier dans un camping. Caroline, l'aînée, est infirmière. La mère, Florence, organisatrice d'événements au château. Et Thomas est lycéen. Pas de contrôle. T'as pas de devoir? Non. Non mais jamais Thomas. Sauf à 18h le dimanche. En devenant adulte, Olivier a appris à être fier de son héritage. Et il y a de quoi. En haut de cet escalier du XIIe siècle, une chapelle et un trésor. Ces vitraux racontent comment un personnage majeur de l'histoire a défendu ici même la France contre les Anglais, Bertrand du Guesclin. Donc c'est au pied de cet hôtel, donc qui est d'époque, que Bertrand du Guesclin a dû s'agenouiller avant d'être armé chevalier. Et qu'il s'est marié avec Jeanne de Laval en 1373. Une histoire que le couple connaît sur le bout des doigts et qu'il ne se lasse pas de raconter. Car lorsqu'on est aristocrate, on est forcément féru d'histoire. Surtout la sienne, que l'on arbore sur une chevalière en or. Donc vous avez les armoiries donc, qui représentent un hou, puisque la devise de notre famille c'est qui s'y frotte s'y pique. Et au-dessus, vous avez une couronne de marquis. C'est une certaine fierté de pouvoir porter les armes de sa propre famille. Qui s'y frotte s'y pique. Ouais. Voilà. Ça me convient bien. À bon entendeur. Nous, la nôtre, celle des Mignac, c'est honneur et loyauté. Et lorsque les femmes aristocrates se marient, la coutume est d'ajouter le blason de son époux sur sa chevalière. Le blason Mignac et le blason Lavilléon. Je l'enlève jamais. Non, elle est tout le temps là, comme mon alliance. Florence et Olivier se sont mariés ici il y a presque 30 ans, 5 ans après leur rencontre. Comme le veut la tradition, ils se sont d'abord fiancés. À l'époque, Florence était étudiante en pharmacie, Olivier débutait comme assureur. Famille, enfant d'honneur, bal viennois. Loin du bling-bling, la sobriété était de rigueur. Ce château a vu défiler tous les événements de leur vie. Mais aujourd'hui, il est en danger. Dans le donjon, dans l'ancienne chambre de Bertrand du Guesclin, la pièce la plus ancienne du château, une catastrophe a eu lieu. Ah oui, d'accord. J'avais même pas vu l'espace. Il y a une partie du plancher qui a sauté encore. Remarque, on a l'impression quand même qu'elle s'est arrêtée là. Bah, elle s'est arrêtée là, mais elle est encore en train de pendouiller. Fin février 2020, donc juste avant le confinement, j'étais venu dans cette pièce récupérer du petit bois. Puisqu'on a du petit bois qui nous est apporté gratuitement par les Corneilles. Et en prenant mon petit bois, je me suis retourné et j'ai levé la tête. Et là, j'ai vu un énorme champignon sur la partie que vous voyez ici. On voit encore les auréoles. Je me suis dit, c'est de la mérule, ce qu'on appelle la mérule pleureuse. Je savais que c'était quelque chose de bien pourri. Et c'est vraiment une pieuvre. Voilà, il y a des tentacules qui partent de partout et qui s'infiltrent partout. La mérule est un cauchemar. Ce champignon se nourrit des charpentes jusqu'à provoquer leur effondrement. 2 mois plus tard, lorsqu'Olivier revient dans le donjon, il voit cette poutre de 400 kilos par terre, rongée de l'intérieur. Et je ne m'attendais pas à ce qu'elle tombe de façon aussi violente. Là, vous voyez, tiens, là on a un reste de mérule. Vous voyez, on voit bien les. Ça c'est la partie qui était visible.
Et en fait, ça grandit, voilà, ça grandit, ça pousse, et ça mange le bois. Ils vont non seulement devoir éradiquer le nuisible, mais aussi remplacer toute la charpente du donjon. Un chantier titanesque. Car s'il ne fait rien, c'est tout le château qui pourrait être détruit par le petit champignon. Trop gros, c'est trop fort, c'est un puits sans fond, on va pas y arriver. Aujourd'hui, c'est une poutre, demain, qu'est-ce que ça va être Et bon, ce sont des idées qu'on chasse très rapidement, hein. Sinon on n'avance pas. Et si on n'avance pas dans un château, on recule, c'est clair. Toute la problématique vient de cette toiture qui n'est plus étanche. Alors, parfois, c'est le système D pour stopper l'humidité. Qu'est-ce que tu fais? Je vais mettre une fausse ardoise. Regarde. Au moins, tu vois, là au moins c'est bouché. Bon, ça tient, c'est vraiment une réparation de fortune, hein. Mais au moins l'eau rentrera beaucoup moins par cet endroit-là. Appartenir à une famille aristocrate, vouloir conserver son château pour son histoire, cela coûte une fortune. On va boucher un peu. La plupart des familles aristocrates n'en ont plus les moyens. Olivier cherche aujourd'hui 1 200 000 €. Arrivera-t-il à trouver cette somme colossale pour que l'histoire du chevalier Bertrand du Guesclin résonne encore longtemps dans la région? Dans quelques semaines, il va organiser un grand événement qui l'aidera peut-être dans son combat. À 600 km de là, un autre événement, plus heureux, se prépare. Au château de Rono, c'est aujourd'hui que la fille du comte se marie. 200 invités sont attendus. Et comme toujours, c'est dans le jardin que l'on retrouve le châtelain. Et je vais en mettre un dernier. Jean-François de Saint-Victor est debout depuis l'aube. Il arrose ses massifs de fleurs et traque les mauvaises herbes. Et bien sûr, il peut compter sur ses enfants pour l'aider. Ah ouais, mettez bien des gants, hein, parce que c'est... Ouais, fais attention, c'est des vraies ronces de compétition. Hein. Oh, il y a des murs. Il y a des murs dessus, ouais, si tu veux. Et Brune, tu passeras un petit coup de balai? Chez les Saint-Victor, marier ses filles au château, c'est une tradition séculaire. Mais les voir partir est toujours un déchirement. Toujours un petit pincement au cœur, ouais, mais bon voilà, on sait qu'ils reviennent et que voilà, et comme ils y ont des bons souvenirs, ils y reviennent sans se forcer, disons. Donc, mais voilà, c'est quand même quelque chose de spécial. Ouais. Pour ce jour si particulier, la comtesse a relooké la calèche familiale du 19e siècle. Le comte en est fier. C'est une voiture de famille qui va ressortir pour la première fois depuis probablement 150 ans. C'est un clin d'œil. Tant qu'à garder des choses anciennes, autant les garder en état de fonctionnement et ça amuse tout le monde. Nous avons eu l'idée de mettre des gros nœuds pour cacher la capote qui n'est pas en très bon état. On a mis un très grand tulle en double et on a mis des tulles plus petits à l'intérieur pour faire une grosse boucle de nœuds en fait. Voilà. Et là, après, on va fixer les guirlandes de fleurs parce que c'est un mariage, donc il faut mettre des fleurs. La calèche conduira les jeunes mariés à la sortie de la messe, un peu comme dans les mariages princiers. Dans les étages du château, à l'abri des regards, dans le cœur chevelu. Marguerite Marie, la future mariée, est entre les mains de Patrice, le coiffeur officiel de la famille Saint-Victor. Et le jour de leur mariage, la coiffure des jeunes femmes est très codifiée. Souvent chignon bas, parce que déjà avec les chapeaux, tout ça, donc on fait plus des chignons bas, souvent. Et moi, j'ai choisi un chignon haut. Voilà. Pour casser un peu la tradition qui s'installait. La tradition, tout à fait. On casse un petit peu la tradition, mais bon. Ouais, c'est important de savoir ce qu'on veut. Et noblesse oblige, c'est un diadème qui ornera sa coiffure. Et comme je sais que vous aimez bien que ça fasse naturel, ouais. Voilà. Très bien. Hop. C'est posé. Allez.
Et on continue. Et on continue. Ouais, c'est sympa. Ça donne un petit... Super joli. Dis un peu, c'est très beau, c'est très bien. Voilà. Super. Je vais aller chercher la suivante. Je vous souhaite tout votre bonheur. Bah, merci beaucoup, c'est gentil. C'est au tour maintenant de Caroline, la petite sœur de la mariée. Elle souhaite trouver la plus jolie façon de porter son accessoire. J'ai récupéré un vieux chapeau. D'accord. Un ancien chapeau de maman. Je crois que maman le portait tout droit, mais j'aimerais, si c'est possible, un petit peu sur le côté. Le chapeau, signe de raffinement, est toujours à la mode chez les femmes aristocrates, même les plus jeunes. Il y a une sorte de dress code, oui, on peut dire. Quand ça va un peu avec le lieu, en fait, on peut se permettre de dire oui, allez, chapeau pour les femmes. En fait, c'est une tradition qui se garde, donc ça fait partie de l'esprit, ça va avec l'esprit de famille, la tradition, le château, c'est un ensemble en fait. Ça rend bien. Et soudain, dans le château, à chaque étage, tout le monde s'agite. Erwan, le futur marié, est capitaine dans l'armée de terre. Pour son mariage, il porte l'uniforme de parade de son régiment. C'est une tenue traditionnelle que portaient les troupes en Afrique du Nord, les troupes françaises en Afrique du Nord, au cours du 19e et au 20e. C'est un régiment auquel je suis très attaché, dans lequel j'ai servi depuis de nombreuses années. Et en plus, je pense que d'un point de vue purement esthétique, ça plaît à Marguerite Marie en tout cas. Voilà. Et je pense que je commence à être à peu près complètement habillé. Voilà, le grand jour est arrivé et ça va être le début d'une nouvelle vie à deux. On va fonder notre foyer, on va aller s'installer ailleurs. On va découvrir la vie conjugale. C'est sympa la traîne, pas trop longue, mais... Et j'ai des super poches. Ça, c'est quand même le détail de la robe qu'il faut admirer. Avec ma couture de main. Il faudra que vous m'aidiez, maman, pour la remonter au moment de la soirée, parce que je sais pas trop... Ah, t'as un petit... J'ai un petit cordon pour la remonter. Bah, si je danse là-dessus, je tombe. J'aime beaucoup ce côté simple, hors du temps, intemporel. Elle ressortira ses photos dans 30 ans. Elle trouvera toujours sa robe aussi chic, donc ça c'est bien. Voilà. La comtesse s'occupe elle-même de la touche finale. Bon, je pense que c'est normal qu'une mère s'occupe de sa fille, encore plus le jour de son mariage, je pense. Comme ça? Oui. Ça tient là? Ouais, ça tient. Dans quelques instants, Marguerite Marie va retrouver son futur époux. J'ai attendu ce moment depuis un petit bout de temps maintenant, donc on y est et en avant. Hein. Par contre, faut pas que les autres soient émotifs parce que sinon je vais me mettre à pleurer. Je suis pas sûre que mon maquillage soit waterproof. Non plus. C'est pour ça. À une centaine de kilomètres de là, dans le département voisin, juché sur sa moto, en tête d'une horde de Harley avec sa compagne, un aristocrate pas comme les autres. Je m'appelle Christophe de Goulaine, j'ai 54 ans, je suis passionné de moto depuis toujours. Avec sa veste en cuir, il n'en a pas forcément l'air, mais Christophe est comte, le comte de Goulaine. Et sa famille est tellement incontournable ici que c'est toute une ville qui porte leur nom.
Christophe de Goulaine a hérité de ce somptueux château entouré de 8 hectares de vignes et de marais. Il appartient à sa famille depuis 1000 ans. Et ben voilà, voilà ma maison, tout simplement. Home sweet home, le château de Goulaine, voilà. Régulièrement les week-ends, sa bande de motards s'y donne rendez-vous. Une passion qui lui a permis de prendre ses distances avec les codes parfois rigides du monde aristocratique. Ouais, content que vous soyez là, c'est que du bonheur. Anaïs, voilà. Laurent, très heureux. Très heureuse. Voilà. Moi, je le connais depuis longtemps, chaleureux, plein de cœur. Ouais, puis qui aime les belles choses. Et les bonnes choses. Des fois, je suis un peu le mouton noir, mais là, je me sens très à l'aise avec vous. Voilà. Quand on est motard, je dis toujours, on est tous sur le même pneu d'égalité. Quand la route, elle glisse pour tout le monde. Et c'est pas parce qu'on est dans un château qu'il faut se la péter, il faut être humble, comme sur la route. Christophe a hérité de ce joyau de la Renaissance. Un ancien château fort reconstruit au XVIIe siècle. Magnifiquement conservé dans son état d'origine. Dans les grands salons d'apparat, richement décorés, des fresques monumentales et du mobilier Louis XV, surmontés d'un plafond à caissons inspiré de l'architecture antique. Ici, se sont succédés 30 générations d'une même famille de la haute noblesse. Sur les murs, les ancêtres y veillent encore. Comme Anne de Goulaine, marquise il y a 400 ans. Aujourd'hui, la marquise, c'est elle, Gudrune de Goulaine. Elle est d'origine allemande. Alors ces escaliers-là, je les ai montés et descendus je ne sais pas combien de fois. Et les gens me disaient toujours, quand je faisais des visites, ils me disaient toujours « Ah, maintenant je comprends pourquoi vous êtes svelte comme ça. » 58 ans qu'elle arpente ce château chaque jour. Voilà, donc les volets, on les ouvre tous les matins et on les ferme tous les soirs. Et prend soin de ce patrimoine familial qui fait sa fierté. Ça fait partie de la vie aussi d'une marquise, hein, de s'occuper de son château. Cette belle cheminée Renaissance que nous avons reconstruit aussi, qui était démolie. Le salon rouge, qui est un décor magnifique. C'était une pièce que mon mari avait voulu absolument restaurer avant de partir. On a passé des très, 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 très bons moments ici. De son nom de jeune fille, Gudrune Vodker n'est pas née aristocrate. Lorsqu'on est une femme, c'est par le mariage qu'on acquiert les titres de noblesse. Voilà, quelques souvenirs. Jeune couturière dans une maison de luxe à Paris dans les années 60, elle fait la connaissance de celui qui va devenir son époux, Robert de Goulaine. C'est mon mari. Moi et une amie. Un aristocrate érudit, sorti des plus prestigieuses écoles parisiennes. Ma robe, je l'ai fait faire dans un atelier à Paris. Elle est très sobre, très, très simple. Voilà. Là, donc, c'est en sortant de l'église de notre mariage, donc mon mari et moi. L'union d'un marquis avec une roturière allemande dénote avec les principes de la noblesse. Mais personne n'aurait pu s'opposer à ce mariage. C'était le coup de foudre des deux côtés. Le premier homme que j'ai vraiment aimé. J'en ai connu d'autres avant, mais aimé, c'était lui, l'élu. C'était un homme très intelligent, très, très cultivé. C'est lui qui m'a appris le français aussi. Né marquis, Robert de Goulaine a racheté le château de son oncle à seulement 23 ans. Viticulteur et écrivain, il est devenu célèbre, invité sur les plateaux télé, jusqu'aux États-Unis, fasciné par les titres de noblesse. Bonjour. Notre invité, une fois encore, est Robert de Goulaine. Il nous vient de France. Votre titre se prononce Marquis de Goulaine. Comment l'avez-vous acquis? Je ne l'ai pas acquis, j'en ai hérité. Vous êtes entre le comte et le duc, c'est ça? Exactement. Robert de Goulaine a aussi consacré 50 ans de sa vie à restaurer le château jusqu'à son décès en 2010. Le couple a eu 2 enfants,
2 frères qui ont pris 2 chemins très différents. Christophe, le motard, est l'actuel gestionnaire du château. Les 2 frères, malheureusement, sont un peu fâchés, donc c'est un peu difficile. Mathieu, l'aîné, a préféré s'en éloigner. Il vit en Amérique du Sud depuis 25 ans. Pour lui, le château n'est plus une priorité. Il souhaite récupérer sa part d'héritage. Et aucun Goulaine n'a les moyens de la lui racheter. La famille a dû se résoudre à mettre le château en vente. Un crève-cœur pour la marquise qui va devoir faire ses valises. Pour l'instant, elle occupe 8 pièces de cette aile privée. Chaque jour, elle reçoit la visite de son fils cadet. Ça va? Oui, et toi? Oui, très bien. Bonjour. Christophe est en charge de la vente du château avec des agences immobilières de la région. Et il y a quelques semaines, plusieurs acheteurs potentiels se sont fait connaître. La vente du château, ça s'active. Oui, ça s'active. Et puis des gens qui ont un beau profil. Donc, Bon, écoute, j'espère que ça sera pour le bien. Voilà. La vente de Goulaine, lorsqu'elle a été décidée, c'était vraiment dans la douleur. Je considérais que nous appartenions au lieu, mais que le lieu ne nous appartenait pas. Et c'est pas parce que mon frère ne pense pas comme moi que sa position est ridicule. Mon frère est aussi très attaché à Goulaine, mais il vit effectivement en Amérique du Sud, très loin de Goulaine, très loin du quotidien du château. Je crois qu'il faut vraiment respecter le choix de chacun. La famille vit de l'animation du château. Une centaine d'événements commerciaux sont organisés ici chaque année. Mais les revenus sont modestes, car une fois payés les 150 000 € de frais annuels, il ne reste pas grand-chose. Leur château est proposé à la vente à plus de 4 millions d'euros. Mais à ce prix, les acheteurs ne se bousculent pas. Finalement, vous, ça vous arrange un petit peu qu'ils mettent du temps à vendre? Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Si c'est trop rapide, surtout si je dois partir dans un mois, je n'arriverai pas. Ça sera trop rapide, non? La marquise est très attachée à son château. Un peu le château, là. Mais aussi aux terres qui l'entourent et qu'elle parcourt chaque semaine pour aller faire ses courses. Ici, on est dans le pays des Goulaines parce que, à cause du château, il y a Haute-Goulaine, Basse-Goulaine, le marais de Goulaine. Tout tourne autour des Goulaines. Et pour elle, c'est toujours le même rituel. Le mardi, c'est jour de marché. Bonjour. Les gens savent qui vous êtes ici? Oui. Ah oui, tout le monde me connaît. Je ne connais pas tout le monde, mais les gens me connaissent quand même depuis le temps. On est voisins, on habite juste à côté. Mon père s'entendait bien avec votre mari. Tout à fait, tout à fait. Ces emplettes terminées, Gudrune de Goulaine, catholique très pratiquante, passe toujours par l'église du village pour se recueillir. Une église qui porte également son nom. Bonjour mon père. Bonjour madame la marquise, ça va bien? Oui, ça va, merci, ça va très bien. Les ancêtres de la famille sont représentés près de l'autel. Ici, l'ancien capitaine de la ville de Nantes, Jean de Goulaine, propriétaire du château au XIIe siècle. Robert de Goulaine aurait souhaité que le château reste dans la famille à tout jamais. Mais le sort en a décidé autrement. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Leur patrimoine tombera-t-il entre de bonnes mains? La marquise implore le ciel tous les jours pour pouvoir rester chez elle encore longtemps. Amen. Le château est en vente depuis 8 ans. Pendant ce temps, Christophe accueille de nouveaux acquéreurs potentiels. Ce jour-là, cet homme vient de Paris pour le compte d'un chef d'entreprise fortuné. Et on arrive dans cette cour. C'est majestueux. Comme à chaque fois, il mène sa petite enquête, car acheter Goulaine, ça se mérite. Donc c'est pour y habiter à l'année ou... Alors écoutez, en fait, ce monsieur,
qui est dans le monde de l'audiovisuel souhaite faire une telle acquisition pour délocaliser une partie de ses bureaux. Christophe n'a qu'une obsession, que le château reste ouvert au public, comme c'est le cas depuis plus d'un siècle. C'est quelque chose de très traditionnel ici. C'est une maison qui est ouverte. C'est vraiment une transmission. Et après, il y a aussi telle ou telle façon de développer, de restaurer, enfin de mettre son empreinte aussi dans le lieu. Parce qu'on arrive, on se pose sur un monument historique un peu comme un papillon sur une fleur, mais on joue un rôle pour la pérennité. De ce côté-là, soyez rassurés, monsieur, ce sera le cas. Pour moi, le pire, c'est quelqu'un qui achèterait, qui passerait 15 jours dans l'année, le reste du temps laissant la maison fermée. Je passe devant vous. Hein. Il a posé ses conditions de vendeur. C'est maintenant à lui d'en mettre plein la vue. Voilà, donc là, c'est en configuration concert. Vendredi prochain, il y a un clavecin qui va être installé. Donc ça, c'est le grand salon. Et pour mettre en valeur son patrimoine, Christophe ne peut pas s'empêcher de raconter l'histoire de sa famille. Ce tableau rappelle en 1610, Henri IV a érigé les terres en marquisat. Et là, on voit Gabriel de Goulaine qui est présenté à Louis XIII. Le roi nommera son ancêtre marquis, l'une des plus hautes distinctions de la noblesse, et lui offrira des terres autour du château. À l'époque, c'était 30 000 hectares. Et aujourd'hui, il reste 7 hectares. D'accord. Voilà, mais 7 hectares vraiment autour du château et qui sont importants. Au fil des années, la famille a vendu la plupart des terres. Cela leur a notamment permis de restaurer toutes les pièces principales du château à l'identique. Il y a eu de la restauration ici. Alors ça, c'est le dernier salon que mon père a restauré et ouvert au public. Le but, c'est de pouvoir prendre les clés et y arriver immédiatement. Voilà. Puisque l'éventuel acquéreur ne souhaite pas rentrer dans une propriété où il y a de gros travaux à faire, éventuellement des améliorations, certes, mais autrement non. Le visiteur du jour, à la recherche d'un château comme neuf, est séduit par ces siècles d'histoire restés intacts. Et dans la pièce d'à côté, des trésors bien plus surprenants. Le cabinet de curiosité. Une collection de tous les objets accumulés par le marquis Robert de Goulaine au cours de sa vie. Ça va du veau à deux têtes, que j'aime bien parce qu'il est né la même année que moi. J'ai la chance d'avoir qu'une tête. Des boulets qui ont été trouvés dans les douves. C'est le principe du cabinet de curiosité, c'est qu'on... Extraordinaire. C'est un conglomérat de choses un peu étonnantes. Il y a même une moule corse géante. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un l'a mangé. Eau douce ou eau de mer? Saumâtre, peut-être. Étonnant. Oui, étonnant. Christophe réserve sa plus belle pièce pour la fin, son clou du spectacle. Dans cette chambre aurait séjourné le roi Soleil. Alors bien sûr, le mobilier n'est pas d'époque Louis XIV. Seule la pièce, le décor, le miroir sont de 1630 avec ses parquets Versailles justement. Tout château devait à l'époque avoir sa chambre du roi, être prêt à le recevoir. Voilà. Malgré les efforts de Christophe pour le séduire, ce visiteur ne donnera pas suite. Retour au château de Rono. Qu'est-ce que t'es belle? Ah, c'est vrai? Bon, tant mieux. Oui.
T'as vu? J'ai des super proches, je suis trop fan. Comment vous l'avez trouvée? Elle est très bien, ma fille. C'est ici, dans l'église du village, que le mariage sera célébré. Les futurs époux s'y rendent au bras de leurs parents. I'm going under and this time I feel there's no one to save me. This all and nothing really got away, driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall. L'église bâtie par les ancêtres des Saint-Victor est comble. Tous connaissent les cantiques. Domine exaudi orationem meam, et clamor meus et te Dominus vobiscum, et uns fiat. Prions. Erwan, voulez-vous prendre pour légitime épouse Marguerite Marie ici présente selon le rite de notre mère, la Sainte Église. Oui, je le veux. Marguerite Marie, voulez-vous prendre pour légitime époux Erwan, ici présent, selon le rite de notre mère, la Sainte Église. Oui, je le veux. Filia et Spiritus Sancti. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. The minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah. Tu vas au fond Comme tu veux. Allez, vas-y, monte ma biche. Marche pas sur la robe de ton magasin. Attends, on claire. Une fois mariés, Marguerite Marie et Erwan quittent l'église à bord de la calèche pour un tour dans le parc du château. Puis, selon la coutume, ils se recueillent devant la statue de la Vierge au fond du jardin afin de placer leur nouveau foyer sous sa protection. Selon le protocole, les 200 invités vont maintenant défiler devant les mariés et leurs parents pour adresser toutes leurs félicitations. C'est une petite tradition, oui. On le fait pas partout, mais nous, on le fait, on aime bien. Ça permet de... Ça permet vraiment de rencontrer tous les gens qu'on n'aura pas le temps de voir forcément Voilà. Pendant la soirée tout à l'heure. Voilà. Exactement. Une petite tradition qui prendra quand même 2 heures avant qu'Erwan ne change de tenue pour retrouver sa femme. Non mais comment il faut pour rester frais et reposé sinon? C'est pas possible. Une douche Ouais. Ah ouais. Trop de chance. C'est moi qui ai accroché tous ces boutons. Ouais, c'est pas peu dire. Sachez-le. Et fait à la main avec amour. Hein. Sachez-le. Bah ouais. On va bien se marier les enlever aussi. Bah ça c'est pas moi qui le fais. C'est pas genre.
À tous les deux, leur vie vient de changer. Ça fait très bizarre d'avoir quelque chose autour du doigt. C'est quelque chose d'assez surprenant, d'assez... Bah écoute, tu vas t'habituer, hein. Parce que t'es pas prêt de l'enlever, mon pote. On sait très bien que c'est ce que nous disait l'abbé au début de la messe, c'est que ce n'est que le début. Et évidemment, il va y avoir des petites batailles, des petits combats. Des clashs. On compte bien sur notre force et puis la force qui nous vient d'en haut pour surmonter ces petites difficultés du quotidien. La foi est omniprésente dans la famille Saint-Victor. Et les invités réunis autour des mariés emportent tous les valeurs. Ce château est le témoin de tous les événements de la vie de la famille depuis 6 siècles. C'est très bien comme ça. Allez, filles. Aujourd'hui, Marguerite Marie et son époux rayonnent et promettent d'ici peu une nouvelle génération à la famille Saint-Victor. Retour en Bretagne, au château de Montmuran, où la mérule continue de dévaster la charpente du donjon. C'est une course contre la montre qui s'est engagée. Olivier de la Villéon est de plus en plus inquiet. Pour pouvoir commencer les travaux, il doit rapidement trouver plus d'1 million d'euros. Ça me rend malheureux parce que ce sont des pans d'histoire qui partent en lambeaux. Comble de l'affaire, Olivier est assureur de profession. Il sait que pour la mérule, aucune indemnisation n'est possible. Alors il se bat avec les architectes pour faire avancer son dossier et demander des subventions. Je voudrais savoir un petit peu où ça en est. J'ai peur que la mérule qui est encore active progresse. Et j'ai pas envie de me retrouver avec une deuxième poutre par terre. Je vous remercie de bien vouloir me rappeler. À bientôt, au revoir. C'est pas que je suis impatient, mais c'est que moi, le temps joue contre moi et il faut vraiment qu'on avance. Moi, ma grosse crainte, c'est qu'on se retrouve avec une tempête et que tout s'écroule. Investisseur privé, association, administration, il a décidé de frapper à toutes les portes. J'ai monté des dossiers de mécénat. Il y passe plusieurs heures par jour depuis des mois. Je sais qu'on va passer 2 ans qui vont être super compliqués. Ça va être, j'en parle pas trop à Florence, mais ça va être, je pense qu'on va être un peu tendu sur les 2 ans à venir. À ce jour, le chef de famille a réussi à lever 300 000 euros auprès de l'État. Mais il sait qu'il est encore loin du compte. De son côté, Florence, son épouse, doit trouver au moins 40 000 euros par an, rien que pour payer les charges du domaine. Pour faire vivre le château comme elle peut, elle organise ici des mariages et des réceptions. Et pour évacuer la pression, elle a trouvé un nouvel ami. Allez Spirou, on part. Ça me vide la tête, je ne pense plus à rien. J'ai vraiment besoin de cet échappatoire et je trouve que quand je suis sur mon cheval, j'arrive à tout oublier et surtout, je suis plus efficace après. On pourrait croire que la vie d'aristocrate est paisible, mais aujourd'hui, elle est surtout faite de devoirs. On a l'impression un petit peu qu'il ne faut pas trop qu'on fasse d'erreurs. On a un poids sur les épaules assez lourd pour ne pas décevoir, pour à la fois aussi mettre sa patte, sa propre identité dans ce domaine. Et on se ressent un petit peu redevable d'une famille aristocrate. Chez les aristocrates, le château, c'est la mémoire d'un nom et d'une famille. Mais dans toutes les familles, c'est pareil. Ce ne sont pas les filles qui en héritent. C'est une affaire d'hommes, une tradition qui permet de transmettre le nom. À 22 ans, Baptiste est presque comme tous les garçons de son âge. J'ai mis 15 minutes.
Ouais, c'est bien. Mais depuis qu'il est enfant, il sait que des attentes pèsent sur lui. Dans l'histoire, c'est l'aîné garçon à qui on propose en premier de reprendre le château. C'est pour ça qu'on a proposé à moi directement. Si moi je refuse, ce sera mon petit frère ou ma grande sœur. Voilà. Mais moi, pour l'instant, l'idée me va complètement. Toi, t'es prêt à y consacrer une partie de ta vie s'il faut? Oui, complètement. Pour l'histoire de ma famille et aussi parce que c'est hyper passionnant. On est sur un lieu quand même incroyable et un lieu qui a une vraie histoire. Donc c'est vrai que oui, complètement, je serais prêt à le reprendre s'il faut, si on est capable de faire les travaux. Voilà, il y a plein d'idées. Après, des fois, c'est des idées un peu folles. Il y a un potentiel énorme. Comme, je sais pas, ça serait incroyable un jour de transformer l'intérieur de Montmuran en énorme hôtel, par exemple, de luxe. On pourrait imaginer plein de projets futurs, comme aussi, par exemple, dans une salle, faire un escape game sur l'histoire de Montmuran. Alors, le plus jeune, Thomas, deuxième dans l'ordre de succession, aspire à une toute autre vie. En ce moment, je suis dans la vente et le commerce. Plus dans la vente et le commerce, mais je sais pas exactement ce que je veux faire. Et reprendre le château? Non, je pense que je vais laisser à mon grand frère. Parce qu'il a beaucoup de projets et c'est vrai que moi, reprendre le château, bah... T'es encore jeune aussi. Hein. Ouais. Pour l'instant, j'y pense pas trop, quoi. Avant les projets d'hôtels de luxe et de salles de jeu, il va falloir sauver le château. Regardez ce que j'ai ramené. Ça va, chérie? Et pour ça, les Villéons ont prévu d'organiser un événement exceptionnel dans quelques semaines. Une cousinade géante. Et pour les invitations, tradition oblige, pas de SMS ni de mail, mais bien des faire-part. Alors on se partage des paquets. Cette année, le couple compte profiter de l'événement pour lancer un appel à la solidarité et récolter des fonds pour ses travaux. Ah oui, papa et maman. Ah bah oui. Mais ça, j'aurais pu leur donner en main propre, tu vois. Montmuran 18 juin, l'appel de Duguesclin. L'objectif, c'est de réunir la famille, mais la famille au sens large. C'est-à-dire aussi bien la mienne, côté La Villéon, que celle de Florence, côté Mignac, pour leur présenter aussi le projet des travaux que l'on va faire, parce que tous ont un lien quand même avec Montmuran. Et c'est vrai, pour moi, c'est important de leur expliquer aussi ce qui va se passer. Après, ils sont sensibles à cette démarche, et s'ils décident de nous aider, c'est très bien, c'est tant mieux. Comme ça. Faut que ça soit... Une lettre anonyme. Une centaine d'invités sont attendus dans les jardins du château. Répondront-ils présents à l'appel de Duguesclin? Cela suffira-t-il à sauver le château de Montmuran? Nous les retrouverons dans 3 mois pour le grand jour. Pendant que certains se battent pour sauver leur château, d'autres se résignent à le voir partir. Le sort du château de Goulaine, qui appartenait à la famille du même nom depuis 1000 ans, est désormais scellé. Dans cette voiture, son futur propriétaire. Hervé Le Sen, en veste jaune, est venu avec son frère au chapeau et les 2 agents immobiliers qui ont remporté la mise. Voilà, encore une fois, un temps superbe. Et à chaque fois qu'on vient, d'ailleurs, on a cette chance, c'est formidable. Allez maman, on vous suit. C'est la marquise qui ouvre le bal pour une ultime visite avant la signature du compromis. Hervé Le Sen n'est pas aristocrate. C'est un ancien dirigeant de l'industrie agroalimentaire. Moi, je suis ravi de savoir qu'on est nombreux à porter ces histoires passionnantes de patrimoine. Et on voit, je dis toujours, la France, nous sommes les enfants gâtés du patrimoine. Et pas suffisamment de gens relèvent ce défi. Cet acheteur, c'est tout ce que Christophe espérait. Il veut reprendre sa suite pour faire exactement la même chose. Oui. Louer le château pour des événements et des réceptions. C'est pour cela que Christophe a accepté son offre à 3,5 millions d'euros, environ 15% de moins que le prix de vente initial. C'est un projet que j'ai depuis très très longtemps. J'en rêvais. Il faut que ce soit un coup de foudre, à la fois du château et de ses propriétaires. Et c'est surtout un lieu de vie extraordinaire que Christophe a su créer avec des animations extraordinaires, des moments de grande convivialité. Ça aussi, ça fait partie du château, je veux dire.
Et c'est pas un peu vertigineux de prendre la relève? Ça vous fait pas peur de devenir chef là? J'espère qu'il restera à mes côtés le plus longtemps possible. On va transmettre ça comme une entreprise. C'est-à-dire vous demandez à l'ancien propriétaire de rester à vos côtés. Et quand on achète une entreprise, on est l'ancien propriétaire, il faut accompagner la transmission en 2 ans, 3 ans, ça fait partie de la convention, mais là c'est à peu près ça. Donc on transmet une entreprise, on transmet un patrimoine, on transmet tout ce qui va avec. C'est mon vœu le plus cher et ça serait la meilleure façon de vous remercier aussi, c'est de vous aider. Voilà, pour qu'il n'y ait jamais de regrets. Même sans en être le propriétaire, Christophe envisage de continuer à travailler dans ce château jusqu'à sa retraite, comme il l'a toujours fait. Les 2 frères vont enfin pouvoir se partager l'héritage avec leur mère. Après 8 années d'incertitude, la marquise est enfin fixée. J'ai encore un peu de temps ici, donc. Ouais. Et surtout le savoir que Christophe a finalement resté quand même pour le départ, enfin, pour la mise en route un peu de Monsieur Le Seine, alors ça me réconforte aussi. Je ne serai pas abandonnée toute seule ici. La signature définitive de la vente aura lieu dans quelques mois. Un Crémant de Loire, marquis de Goulaine. Maman. La marquise n'a pas de délai pour partir. Elle va pouvoir rester encore vivre au château. Reste une formalité, la signature du cadastre. C'est toujours comme cela avec les châteaux. Ce domaine est tellement grand qu'il faut d'abord se mettre d'accord sur les parcelles comprises dans la vente. Donc vous ne changez pas d'avis, hein? Non. Bon. À l'avenir. 8 années après la mise en vente du château de Goulaine, ce passage de relais en douceur est un soulagement pour toute la famille. Vous avez presque tous ramassé. Il y en a encore plein à ramasser. Tu les mets dans tes poches? Christophe et sa compagne sont maintenant tournés vers l'avenir, avec Louise, leur petite fille de 2 ans et demi. Et l'optimiste jeune papa s'autorise toujours à rêver à un conte de fées. On ne sait pas si un jour Louise reviendra pas à Goulaine pour racheter ou épouser son prince charmant. Alors tout est permis dans les histoires du futur. Et on va aussi la faire grandir dans cette histoire et en pleine conscience de qui nous sommes et qui sont nos ancêtres. Exactement. S'ils laissent aujourd'hui partir leur patrimoine immobilier, un héritage leur appartiendra pour toujours. Leur nom et leur histoire. D'autres ont choisi de rivaliser d'imagination pour conserver leur château. À Cheverny, au fil des mois, les activités s'enchaînent. Visite du Père Noël et décorations époustouflantes dans chacune des pièces du château pour les fêtes de fin d'année. Hommage à Hergé, dont Cheverny a inspiré le château de Moulinsart du capitaine Haddock, avec un musée autour de Tintin, ou encore concours de voitures d'époque. Nous sommes à Pâques. Aujourd'hui, la marquise de Vibray est dans son parc auprès de son animation préférée, des tulipes. On a 250 000 tulipes qu'on plante à la main pour qu'on arrive à garder ces bandes parfaitement orchestrées et délimitées comme une œuvre d'art. C'est vraiment un travail d'orfèvrerie et c'est vraiment un travail difficile. C'est mon bijou parce que j'ai une passion pour les fleurs et que ces couleurs, mais je trouve ça magique. On a l'impression d'être transporté dans un autre monde. Cela fait 9 ans qu'elle travaille sur ce bandeau géant de tulipes avec son armée de jardiniers. Et elle ne va pas s'arrêter là. Jean-Samy. Ce matin, elle a convoqué le jardinier en chef de Cheverny. C'est top. En revanche, tu vas me bénir parce que j'ai une envie, une idée pour l'année prochaine. Donc on va agrandir le bandeau pour qu'on ait le château vraiment bien derrière et qu'on l'aperçoive le plus tôt possible de l'entrée. À ton avis, ça veut dire combien en plus? 20 000 en plus? Oui, peut-être un peu plus, oui. Ouais. Facilement. 20 000 30 000.
Ok. Ça fait un budget. C'est un budget de... c'est à peu près 5 000 €, non? Oui, Ouais, pas loin. un truc comme ça. Ouais. Ces tulipes, la marquise sait ce que ça lui coûte. Mais elle sait aussi ce que ça peut lui rapporter. Ah oui, ça attire énormément les touristes. Dans ce bandeau de tulipes, on aurait moins de visiteurs que l'on a actuellement, puisqu'on le voit bien, d'après tous les appels qu'on a régulièrement, d'après toutes les demandes sur les réseaux sociaux, on voit bien que les gens attendent ce bandeau de tulipes. À Cheverny, une devise, créer l'événement pour attirer toujours plus de monde. Et aujourd'hui, la marquise fait très fort. Elle a carrément invité Miss France pour un événement exceptionnel. Diane Lair va présider le grand concours de chapeaux de Cheverny. Et ça tombe bien. C'est l'accessoire de tout le temps. Je porte toujours un foulard ou un chapeau. Voilà, c'est connu. Je crois que j'étais la Miss Chapeau. Avant c'était Geneviève, maintenant c'est moi. Symbole d'élégance, les chapeaux et coiffes ont longtemps été en vogue dans l'aristocratie et participaient au costume d'apparat de l'élite. Aujourd'hui encore, pour certains grands événements comme le prix de Diane, il est de rigueur. De nos jours, cette tradition perdure. Des modistes sont venus de toute la France et d'Europe pour présenter leurs créations. Ça va, t'es à l'aise? Ouais, c'est nickel, ouais. T'arrives à marcher tranquille? Ouais, vas-y. Plein de roses différents. C'est une journée un peu folle avec où l'imagination, où on ose, où on peut se permettre plein de choses. Tout le monde est prêt, ça commence dans 5 minutes. Le défilé n'a pas lieu dans le château, mais juste derrière, à l'orangerie. Une centaine de chapeaux concourent. Tous rivalisent d'originalité. Car aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'élégance qui compte, mais aussi la créativité. Et en coulisses, c'est le moment pour cette modéliste de présenter une création extraordinaire. Un système solaire miniature qui ne va pas être facile à porter pour le mannequin. Et après, faut que je passe devant. Mais je me demande si je passe. Avance, 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 avance. C'est bon, avance. T'es passé, c'est bon. Il est trop beau. Le chapeau a fait sensation dans le public et auprès du jury. Et le prix revient à... Du château de Cheverny porté par Diane Lair, Miss France 2022. Le show à peine terminé, en bon gestionnaire, le marquis s'empresse d'aller vérifier les retombées de l'événement. Direction, la billetterie. On avait fait 1647 en 2019 et là on a fait 1800 et on a fait 250 tickets rien que pour le défilé. Voilà, ça c'est super. 200 entrées de plus que l'année dernière, c'est une réussite. À Cheverny, les événements vont continuer de se succéder au fil des saisons pour faire rayonner ce château, l'un des plus beaux de France. Pendant ce temps, dans la campagne bretonne, au château de Montmuran. Salut Aude. Arrive en même temps qu'Raphaël. Ça va? Ouais, super. C'est le grand jour, la cousinade chez les Villéon. Aujourd'hui, Olivier de la Villéon, qui doit à tout prix sauver son château, compte bien mettre à contribution sa famille, à commencer par Aude, sa sœur, et Raphaël, sa cousine belge. Il va falloir qu'on prenne nos billets pour venir te voir. Ça serait bien, c'est quand vous voulez. Bon, c'est cool de venir, c'était ton déj? Leur famille est nombreuse. Dans quelques heures, ils seront plus de 120, tous cousins. Chaque année, de nouveaux enfants s'ajoutent à la fête. Je pense que si on en met 10, ça devrait suffire. Je sais le nombre d'adultes, mais le nombre d'enfants, je le maîtrise pas du tout. Olivier peut aussi compter sur le soutien de ses parents qui habitent juste à côté. Le petit bouquet pour la table. Tâche de pas trop tout prendre parce que c'est quand même très joli. Je te laisse faire. Hein. Oui. Sa mère, Sabine de la Villéon, a vécu 28 ans dans ce château. J'aime bien faire les fleurs. En plus, c'est les fleurs de mon jardin, donc
j'en profite. Voilà. Alors ici, je prends pas. Aujourd'hui, elle ne se mêle plus de ce qui se passe au château et n'a aucun regret d'avoir passé la main à sa belle-fille. À partir du moment où on quitte une maison, eh ben, voilà, il n'y a qu'une patronne. Il n'y en a pas deux. Aujourd'hui, c'est qui là? C'est Florence. Chaque génération doit prendre part aux rénovations du château. Les parents d'Olivier y ont changé 18 fenêtres. Elles sont jolies, celles-là. Elles sont magnifiques. Ils souhaitaient transmettre un monument en bon état. Jamais ils n'ont imaginé le fardeau du donjon qui attendait leur fils aîné. Les fleurs comme ça. On va mettre le feuillage. Le manque de peau, on lui a laissé la mérule, mais ça, c'était indépendant de notre volonté. En tant que père de famille, ça me fait un peu peur, mais c'est normal. Hein, tous les pères tremblent pour leur fils. Et bon, je pense qu'il va réussir avec le temps, mais autrement, il se débrouille très bien. Ça fait 10 ans qu'ils sont aux manettes maintenant, lui et Florence, et bon, ça roule. Donc c'est parfait. Ça y est, c'est parti. À quelques mètres de là, les grilles du château sont grandes ouvertes et les cousins arrivent. Ici, pas de banquet fastueux. Chacun apporte son pique-nique et le met en partage. L'esprit de ces retrouvailles annuelles est la simplicité et la convivialité. Incroyable. Au point que certaines règles de bienséance sont mises de côté. Comment allez-vous? Tu peux me tutoyer. Ah, d'accord. En fait, en Belgique, on tutoie très facilement. D'accord. Et on dit Raphaël, c'est la et on dit cousine de Raphaël, papa. tu. Ok. Ah, on dit Raphaël, tu vas bien? Mais tu peux dire. Normalement, vous voyez tout le monde? Oui. Les oncles et tantes, oui, souvent, on les voit. Mais moi, vous pouvez m'appeler. Enfin, tu peux dire. Donc, Raphaël, tu, quoi. Oui. Oui, Ok. très bien. Et donc, Raphaël, le code couleur? Je sais pas. Bleu, c'est la Villéon. Et Rose, c'est Mignac. C'est la vidéo. Eh ben, je te laisse écrire ton prénom. Ils sont tellement nombreux que pour se reconnaître, ils portent des gommettes avec leur prénom. Les parents de Florence arrivent eux aussi. Sa mère, Isabelle de Mignac, a été investie d'une mission. Elle a fabriqué de ses mains une réplique du fameux donjon endommagé par la mérule. Oh, elle est géniale. Oh, elle est toute belle. Attends, recule-la un petit peu. Mais écoute, ça me fait plaisir de participer comme ça. T'as vu, elle est grande, hein? C'est une tirelire. Lors de la cousinade, Olivier et Florence ont prévu un appel aux dons à la famille. Vous avez refait la chambre de Duguay. Il n'y a pas de petite participation. Chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. C'est ça qui est chouette. Et c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Bonjour à tous. Il y a maintenant 2 ans, on a découvert dans Montmuran un gros problème de mérule qui a fait tomber une poutre. Au niveau budget, on est sur un budget d'1,2 million. Et aujourd'hui, Montmuran a besoin de vous, Montmuran a besoin de nous. Et là, c'est vrai que je lance un peu un appel à la solidarité familiale pour nous aider dans cette entreprise. Visiblement, le message est bien passé. Les cousins glissent les uns après les autres des enveloppes dans l'urne. Mais la bienséance chez les aristocrates est de ne pas parler d'argent. Alors chacun reste discret sur les montants. Aude, elle a grandi ici, c'est son château, c'est là qu'elle a tous ses souvenirs d'enfance. Ça a du sens en fait. Ça a du sens. Les projets familiaux. Et on n'habite pas loin, on vient souvent là, voir mon beau-frère ou mes beaux-parents. Donc oui, on va donner un petit quelque chose. Allez Olivier et Flo, c'est pas pour vous, c'est pour la tour à Dudu. Voilà. Dudu, dans la famille, c'est le surnom qu'on donne à Bertrand du Guesclin. Moi, je pense qu'on est dans la grandeur de la France, qu'on est en train de la perdre et que nos valeurs, on y tient. Nos ancêtres se sont battus pour ça et on a envie de leur faire hommage. Ils se sont battus pour des monuments comme Montmuran et on a tous envie de vibrer encore pour ces valeurs. On prend les serviettes et on va à la photo. Oui. Et pas de cousinade, sans traditionnelle photo de famille. À 3, on dit Montmuran. Entre les dons de la famille et les financements accordés, Olivier est parvenu à récolter 700 000 € à ce jour. Ce n'est pas encore assez, mais compte tenu de l'urgence, la famille a décidé de commencer le chantier coûte que coûte.
À Goulaine, la marquise a commencé ses cartons. Le nouveau propriétaire va emménager dans le château d'ici la fin de l'année. Marguerite Marie et son époux Erwan se sont installés dans le sud de la France pour fonder leur foyer. À Cheverny, la famille de Vibray célèbre les 100 ans de son ouverture au public et le château a encore de beaux jours devant lui. Cette plongée fascinante dans la vie des aristocrates est maintenant terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous retrouve très vite pour un nouveau document hors du commun.